La Guadeloupe est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. À Bouillante, la rivière a donné des frayeurs aux habitants en sortant de son lit. La situation s'est améliorée, mais les pluies pourraient raviver les souvenirs laissés par Marilyn. Laurent Bernier, président du SIAG, a lancé une pétition citoyenne pour accélérer le processus de création du syndicat unique de l'eau comme moyen de résoudre la crise actuelle. Il est l'invité de notre édition ce soir. Et les Guadeloupéens honorent depuis hier soir leur mort. Si la tradition a été globalement respectée, la ferveur d'antan n'y est plus aux grandes dames de nos aînés. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous ce soir. Cette nuit aura été courte pour certains Guadeloupéens, notamment ceux habitant près des cours d'eau. Si les pluies ont été plutôt modérées dans l'agglomération pointoise, le risque de débordement des rivières est bien réel sur la côte sous le vent. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie. La Guadeloupe a été placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Dans certaines communes où Météo France annonçait de fortes précipitations et appelait à la plus grande prudence aux abords des cours d'eau, les habitants ont eu la bonne surprise. Bon matin, là, ils descendent, mais ils ne portent pas l'eau de l'eau, parce qu'ils descendent dimanche. Et nous, on a habité la veille. Mais, en l'eau, on a habité de mort, mais pourtant, on est mort. Tout le monde est mort. Mais c'est même dans la rivière là, il est pourtant des gars. À chaque annonce du mauvais temps, les Bouillantais restent tout de même vigilants et surveillent le niveau de l'eau. J'ai déjà perdu ma maison une première fois, une fois dans la rivière. Là, j'habite dans une autre maison maintenant. J'étais plus près de la rivière. C'était pour Marilyn, la rivière a monté pendant, disons 2 mètres, 2 mètres 50. Ah ouais. Donc ça a failli toucher le pont. Depuis la tempête Marilyn, les habitants n'ont pas eu à subir de montée des eaux due à de gros phénomènes marqués par de fortes pluies. Pour nettoyer, quand ces roches-là, c'est là qu'il y a fait plus de dégâts. Alors c'est plutôt bise pour mettre à côté et puis pas faire trop de dégâts. Mais là, l'eau là, il y a une roche dans il y a roche à ralenti et il y a bon en faveur parce que comme ça on rivière va passer en plein bourbion là. En plein milieu là, depuis il pétait, il débordait, il y a toute case qui est à côté. Cette rivière-là, ce n'est pas une seule rivière, il y a plusieurs rivières qui rejoignent à côté de nous. Donc il y a la rivière de la Forêt, il y a la petite rivière, il y a la rivière Bois Malaisé. Quand il y a beaucoup d'eau, ça nous impressionne, quoi. Et à ce moment-là, si pendant la nuit on ne dort pas, on surveille la rivière. Ouais. Car dimanche dernier, la rivière est sortie de son lit. Ouais, c'était assez impressionnant quand même, puisque malgré que c'était même pas un cyclone, je trouve que c'est monté assez haut quand même. Donc j'imagine que s'il y avait un cyclone, l'eau peut-être serait montée plus haut. Il y a 10 ans, la rivière a démonté le pont et il y avait un grand trou. Et les voitures ne pouvaient pas passer sur le pont. Et ils ont dû mettre une échelle pour que les gens puissent passer. Une expérience traumatisante que ses habitants ne veulent pas revivre, mais la nature est seul maître. Si la mer, la rivière, alors au fond, on habite à côté. Mais quand on prend place, il n'y a pas besoin de monde, il n'y a pas besoin d'employer monde, mais quand on avait tout ouvrier, tout le monde là, et il prend place. Et bien quand la rivière là, il prend place à l'aise. Bien heureusement, il n'y a pas eu de gros dégâts jusqu'à maintenant, à part quelques arbres et arbustes arrachés qui obstruent l'embouchure. Les services techniques devront les dégager au plus vite pour laisser libre cours à la rivière. Et l'île Sœur est aussi placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages depuis hier. Les précipitations ont causé beaucoup de dégâts, notamment dans le Nord Caraïbe. Certaines chaussées n'ont pas résisté à la pression de l'eau. Voyez le reportage de Guillaume Bacoul et de Loïc Régis d'ATV Martinique. Le prêcheur, victime des eaux en furie. Recueillies au petit matin par des riverains, les images de crues sont impressionnantes. Si les coulées de boue, de branchages et de gravats n'ont pas fait de victimes, ce riverain en a été quitte pour la frayeur de sa vie. Je voulais traverser. Je pensais que c'était pas plus profond que ça. Et puis en arrivant, et puis je suis bloqué sur une grosse pierre qui était au milieu de la rivière. Et puis l'eau arrive sur moi d'un seul coup. Et puis à ce moment-là, je ne pouvais pas me déplacer, je ne pouvais rien faire. Alors l'eau passe pas-dessus de la voiture. Mon fils était avec moi là, donc il a fait. Je lui ai dit de sortir de la voiture, et puis moi aussi je suis sorti aussi par sa porte. Et puis on a pu échapper, quoi. C'est le nom qu'on peut donner à ça. C'est miraculeux, quoi.
Dans le bourg, les stigmates des crues de la nuit et du petit matin sont omniprésents. À chaque carrefour, ça coulait debout, au grand désespoir des préchotins qui pointent du doigt l'érosion des sols. La rivière des Pères, depuis la pluie a tombé, nous ne pouvons pas aller en cité à Kiperinel. Nous avons un gros problème, et puis c'est carrière. Qui veut dire que ces mécaniques doivent prendre sable, péter la montagne. Et il n'y a pas qu'à faire en sortie d'eau. Qui veut dire que depuis la pluie tombée, tout tire à venir à descendre et puis nous tous bloqués là. Aujourd'hui, on a la CTM et il faut des autorisations. Eh bien, le maire, il est passé outre ça. C'est trouver déjà un agriculteur avec son tracteur agricole, avec la benne pour pouvoir dégager la route. Parce que le problème aux pêcheurs, c'est qu'on a beaucoup de ruissellement et de ravines. Alors, sur chaque 300 mètres, les gens étaient bloqués. Inquiétude, mais aussi lassitude commence à s'installer chez une population du Nord Caraïbe, tributaire d'un réseau routier vétuste. C'est quand même dangereux. C'est quand même dangereux puisqu'à n'importe quel moment, ça peut redescendre à n'importe quel moment. Donc, et quand on passe, donc il faut bien regarder avant de traverser. Tous nos enfants, donc on est obligé de faire le plein à la maison. Comme ça, si on est bloqué, donc on est resté là, mais on reste à la maison. Nous attendons des politiciens faire un bagaille pour nous sortir là. Car à quelques kilomètres de là, rue Bouillet, à Saint-Pierre, équipe technique de la CTM et Christian Raffa doivent faire face à la vindicte de quelques administrés. Voilà. Après la houle, moi ils m'ont déblayé 5 mètres sur 2 mètres de hauteur des jeunes. C'est pas à eux de le faire. Déjà abîmée après le passage de Mathieu, cette portion de chaussée s'est littéralement soulevée sous la pression des éléments. Il y avait de l'eau toute la nuit là. Ce matin, c'était une rivière. Moi j'ai eu de la flotte partout et je suis fatiguée. C'est peut-être pour ça que je suis désagréable. Et je suis énervée parce que j'ai eu beaucoup d'eau. Voilà. Monsieur le maire est là, donc je voudrais que quand il y a quelque chose, il y ait au moins des employés municipaux qui passent, même si ce n'est pas livré soi-disant de l'autre côté, qui viennent nous voir. Mais vous aviez et nous aider. Vous aviez 2 adjointes. J'ai téléphoné. Une déviation a dû être mise en place. Casse-tête en perspective sur un réseau déjà encombré par le passage de nombreux poids lourds. Là, la circulation va être interdite aux poids lourds et aux autobus parce que la déviation que constitue le boulevard du Front de Mer, le boulevard Saint-Léger-Lalin, qui est encore en chantier d'ailleurs, qui n'est pas livré à la municipalité, ne peut pas supporter ce type de circulation. Les angles d'accès et de sortie n'autorisent pas la circulation des poids lourds. Donc nous allons devoir prendre un arrêté qui est en train d'être rédigé de façon à interdire à ce type de véhicule la circulation sur la rue Bouillet. Et en milieu de journée, la circulation avait été rétablie rue Bouillet, en tout cas pour les particuliers. Mais jusqu'à quand, aux prêcheurs comme à Saint-Pierre, on guette désormais avec attention les signes du ciel. Chez nous, des milliers d'écoliers reprendront demain le chemin de l'école, mais ceux de la ville de Basse-Terre seront sans doute contraints de rester à la maison. Et pour cause, les agents grévistes de la ville affiliés à l'UGTG ne décolèrent pas. Ils reprendront de plus belle leur mobilisation. Le point avec Karen Diama. Le 18 octobre dernier signait le début de la mobilisation des agents municipaux de Basse-Terre. Avec un cahier de revendications de 13 points, comme le fonctionnement des instances paritaires ou encore la reconstitution des carrières, les négociations avaient très vite démarré et semblaient sur la bonne voie jusqu'au 5e point. Là, nous avons entamé la négociation depuis lundi et que nous butons sur la revalorisation du régime indemnitaire dont nous pensons quasi pas l'argent pour rembourser ces agents. Là, nous avons bien précisé sont en régularisation depuis 2012 et nous en 2016. Ça veut dire que nous pouvons même demander aux revendications en 2016 et c'est l'agent qui a doué Jacques dit pas l'agent. Après ce premier échec, syndicats et municipalités avaient tout de même décidé de se revoir pour tenter de trouver de nouvelles solutions. J'ai très clairement indiqué qu'il n'était pas possible d'avoir un effet rétroactif pour l'application du régime indemnitaire. Vous avez parlé de votre budget d'ailleurs, vous n'aviez pas les moyens de faire ça. J'avais pas les moyens. Par contre, j'ai fait une proposition qui consiste à dire que dans une proportion acceptable, j'étais disposée, puisque je l'ai dit dès que j'ai pris mes fonctions, que nous pouvions voir ensemble de manière à revaloriser peut-être le régime indemnitaire des très petits salaires, c'est-à-dire des agents catégorie C. Les deux parties se sont donc de nouveau rencontrées les 27 et 31 octobre dernier, sans succès. Rendez-vous nous tenir, c'est bien pour nous dire nous qui avons qu'à appliquer revalorisation concernant le régime indemnitaire. Nous faisons une proposition, il fait une contre-proposition dont nous acceptons effectivement, mais nous dit aussi en quelle année nous voulons que la revalorisation là commence. Et pas autant de là, il n'est pas d'accord.
S'il n'est pas d'accord, ça veut dire que s'il n'est pas d'accord, il va remettre tout le but en cause. Et nous bien expliquer ça aussi. S'il n'est pas d'accord à démarrer ici 2012, nous allons remettre ancienne proposition en place et appliquer Kotok. Depuis leur dernière rencontre, le 31 octobre dernier, les négociations sont suspendues jusqu'au lundi 7 novembre prochain. Et demain, la rentrée scolaire risque d'être fortement perturbée pour les 11 écoles primaires et maternelles du chef-lieu. Son processus devait être finalisé depuis le mois de janvier. À l'aune de l'année 2017, le projet de créer un syndicat unique de l'eau est toujours dans les cartons. C'est pourquoi le président du SIAG a lancé une pétition populaire pour contraindre les collectivités à emboîter le pas. Mais avant d'aborder cette question avec lui ce soir sur ce plateau, nous avons souhaité savoir ce que vous pensez de ce syndicat. Est-il la solution pour résoudre les problèmes de l'eau en Guadeloupe? Vos réponses recueillies par Linda Kayarzi. Oui, je pense que oui, parce que tout, comment dirais-je, le truc sera regroupé d'un seul syndicat. Ils n'auront pas à aller à gauche, à droite, ils auront tous leurs dossiers sur la main et puis comme ça avancera plus vite. Et comme on a des gens maintenant qui veulent faire la Guadeloupe avancer, alors on pense que ça ira pour le mieux. Pour l'eau en Guadeloupe, il faut avoir les politiques se mettre d'accord pour avoir vraiment une solution. Mais ça fait longtemps la Guadeloupe souffre avec ce problème-là. Il est temps pour ça régler le plus vite possible. Mais c'est comme ça ira. Il faut avoir entente entre eux. Et ça ira. Eh bien, il faudrait que les gens soient un peu plus sérieux, déjà pour commencer. Tout le monde veut commander, mais l'argent, il ne faut pas qu'ils le mettent dans leur poche. Il faut juste changer, c'est nous qui payons. Alors, il faut faire ce qu'il faut pour que les gens puissent avoir de l'eau. Moi, je pense que chacun puisse se mettre autour d'une table et puis pour qu'on puisse trouver une solution. Est-ce que vous pensez que le syndicat unique de l'eau pourrait être cette solution? Je pense que oui, tout à fait. Parce qu'il faut un syndicat, donc s'il n'y a pas un syndicat, donc les choses ne pourront pas avancer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une grève. Je vois, moi. Rien ne marche pas en Guadeloupe sans grève. Je pense que c'est une question de politique. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité. Je pense que c'est ça. C'est pas le syndicat en se regroupant, ça pourrait être mieux peut-être. Mais logiquement, à 2, à 3, on est plus efficace. On l'a dit, on sait qu'il faut résoudre, mais il y a longtemps, ça va durer. Ah, ça c'est continuellement ça qui est bien. On partit réunis, mais on partit indépendant. Mais l'argent là, il n'y a pas de moyen que ils veulent prendre ça si malheureux. Si malheureux, ils veulent faire payer et de l'eau. Et donc, c'est eux qui font mieux que ça. Est-ce que le syndicat la peut changer en bitin? En bonne façon. Sincèrement, moi, je m'en fous effectivement de tout ça. Dès que j'ai de l'eau dans mon robinet, c'est ce qui m'importe. Depuis là, ouvert le robinet, moi, ni de l'eau, ça, c'est important. Pour l'instant, là, après ça, syndicat fait ça, ils ouvrent les bitailles. C'est tout. Sur ce champ de raide. Et le président du SIAG nous a rejoint sur ce plateau. Laurent Bernier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez lancé une pétition qui a franchi la barre des 1000 signataires. Karen Diamin nous en dit plus. Elle nous explique en tout cas les contours de cette pétition. Je vous invite à regarder avec moi son reportage. Dans une pétition lancée sur Internet le 29 octobre dernier, Laurent Bernier, président du SIAG, invite les Guadeloupéens à se mobiliser massivement pour la création d'une structure unique de l'eau en Guadeloupe. Disponible sur le site mesopinions.com, la pétition est à l'attention des politiques publiques, départements, régions, États, et met en lumière la souffrance de nombreux foyers guadeloupéens manquant d'eau quotidiennement. Pour convaincre les futurs signataires, Laurent Bernier indique très clairement dans sa pétition que les financements seraient disponibles pour obtenir un réseau d'eau potable, digne de ce nom, mais qu'entaché par le manque de concertation et d'entente des élus, l'avenir de ce réseau d'eau potable découlerait de la mobilisation de l'ensemble des citoyens. Depuis sa mise en ligne le 29 octobre dernier, la pétition pour la création d'une structure unique de l'eau en Guadeloupe a déjà récolté 1134 signatures et ne cesse d'augmenter. On retrouve parmi ces milliers de signataires des habitants de Goyave, de Pointe-à-Pitre, des Abîmes, de Saint-François, de Petit-Bourg, du Gosier, de la Désirade, de Saint-Claude et même de Nice ou d'Évry. Une multitude de signatures qui devraient soutenir la démarche du président du SIAG d'exiger avant la fin de l'année 2016 la création de ce syndicat unique. Une date un peu symbolique puisque, rappelons-le, c'est à cette date que la Générale des Eaux avait annoncé son départ de la Guadeloupe.
Laurent Bernier, expliquez-nous un petit peu. Vous êtes obligé de prendre à témoin la population guadeloupéenne pour faire pression sur les élus qui ont compétence pour créer ce syndicat, alors que des milliers de Guadeloupéens souffrent régulièrement de coupures d'eau. On a l'impression de marcher un peu sur la tête. Est-ce que les élus locaux sont incapables de gérer ce dossier et de se mettre autour d'une table pour le régler? C'est véritablement ce que vous décrivez. C'est vraiment pour mettre à mal, à bas, cette véritable pantalonnade, cette bouffonnerie grotesque qui n'a aucun autre objectif que de diviser les Guadeloupéens, la grande terre contre la basse terre, les terres montagneuses contre les terres arides. Et donc c'est le citoyen Bernier. Je n'utilise aucun moyen des institutions et encore moins ceux du SIAG, qui, comme vous le savez, sont largement en défaut, pour demander aux Guadeloupéens de participer et de lutter contre justement cette mascarade qui dure depuis trop de mois, trop d'années. Et donc, je ne vise personne en particulier, mais tout le monde sait que depuis le mois de février de l'année dernière, eh bien, on joue au chat et à la souris avec les Guadeloupéens. Et moi, je manque d'eau chez moi, à Saint-François. Je suis comme beaucoup de Guadeloupéens, et j'en ai marre. Laurent Bernier, ce syndicat unique de l'eau est présenté comme la panacée, la solution qui va régler tous les problèmes. Est-ce que vous pouvez nous préciser les compétences de cette structure, ses actions et puis les délais d'application que vous avez certainement déjà pensés? La plupart des institutions compétentes, désormais, sont les communautés d'agglo. Mais on voit bien les limites qui sont les leurs. Elles n'arrivent pas à mobiliser des moyens financiers. Et vous avez ouvert votre journal avec des intempéries abouillantes. Ces intempéries-là, nous les avons connues à la Dominique. C'est pourtant une île où il y a autant de rivières que de jours. Et il y a un seul syndicat, une seule structure. Quelle que soit la forme qu'elle prendra ou qu'il prendra, il s'agit de mutualiser les énergies, et il n'en manque pas en Guadeloupe, pour mettre au service de tous les Guadeloupéens ce liquide qui n'appartient à personne en particulier. Mais quelles seront les priorités si ce syndicat doit être créé au début de l'année 2017? Mais la priorité des priorités, pour donner de l'eau, vous croyez qu'on fait comment, hein? On répare avec des cotères sur des jambes de bois, il faut faire des investissements, il faut dépenser beaucoup d'argent. Les banques en ont, l'institution européenne en a, l'État en a. Ce sont donc les fonds disponibles dont vous et les faites allusion? collectivités veulent participer. Le département participe déjà et la région veut y mettre aussi une nouvelle fois ses moyens financiers. Par conséquent, il suffit d'appeler à l'intelligence des Guadeloupéens plutôt que de jouer au chat à la souris et de faire des petites manifestations grotesques. À quoi faites-vous référence, M. Bernier? Aux pantalonnades du mois de février, quand une des communautés d'agglomération, après avoir défié le préfet, l'avoir fait reculer au moment où il allait prendre son arrêté de constitution d'une structure unique, a décidé que c'était aux Guadeloupéens élus de prendre leurs tâches en charge. Et vous invitez, je veux dire, la présidente de la CSBT à prendre ses responsabilités et à venir aussi à la table des négociations? Je m'adresse à tous ces gens-là, mais aujourd'hui, c'est surtout aux Guadeloupéens que je m'adresse, en leur disant que le temps de l'information et le temps de la transparence va prendre une nouvelle dimension à travers une volonté citoyenne, cela fait des mois que l'on dit quand même, M. Bernier, celle que j'ai lancée. Mais j'ai lancé une démarche, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle n'aura pas l'unanimité, mais elle a vocation à troubler ce jeu grotesque de certains élus qui jouent la montre contre les Guadeloupéens. Et par conséquent, nous devons cesser ce petit jeu grotesque, cette pantalonnade. J'attire maintenant votre attention sur cette photo et je pense que vous ne verrez plus peut-être l'eau de votre robinet du même œil. Il s'agit d'un bout de conduite d'eau qui a été réparé à Pointe-à-Pitre, dont la distribution est gérée par Cap Excellence. Ce cliché a été envoyé à nos confrères de France Antilles par une riveraine. Elle a été beaucoup relayée sur les réseaux sociaux, indigné beaucoup de gens. Est-ce que vous-même, vous l'avez été? Est-ce que vous buvez l'eau du robinet, M. Bernier? Oui, je la bois. Je bois aussi l'eau de source. Ce que je pense, c'est qu'il faut faire attention, avant de faire peur aux Guadeloupéens avec des photos comme celle-ci, parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est peut-être simplement du calcaire. Vous savez que le sous-sol guadeloupéen, Marie-Galante en particulier, regorge de calcaire. Moi, je n'ai pas de procès à faire. Je dis attention aux photos. Elles peuvent être choquantes, et donc il faut s'assurer. Mais si cette canalisation est dans les mains de quelqu'un, c'est qu'il fallait la remplacer. Et l'urgence, elle est là.
elle est de remplacer les canalisations. Savez-vous, et c'est la CSBT qui le dit, que plus de 60% des canalisations capestériennes fuient. Ça veut dire que les 500 000 mètres cubes que le SIAG fournit à Capesterre-Belle-Eau, 60% et plus de cette eau-là fuit et va dans la nature. Ça suffit. Les Guadeloupéens en ont marre qu'on se moque d'eux. Et le sens de ma démarche citoyenne, c'est de les inviter à mettre en place une action citoyenne par eux-mêmes, pour convaincre, en tout cas pour faire la démonstration à tous les élus, à tous les responsables de ce territoire-là, y compris à moi-même. Laurent Bernier, pour revenir sur la vétusté des canalisations, ça ne concerne pas que Pointe-à-Pitre et Capesterre-Belle-Eau, mais l'ensemble de l'archipel guadeloupéen. Des subventions ont été justement allouées pour les renouveler. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Les subventions ont servi à en renouveler un certain nombre, mais c'est largement insuffisant. Aujourd'hui, le département a pris le relais. Il est quasiment le seul à avoir mis en place des moyens financiers. La région avait commencé, le département poursuit. Mais on voit bien que les travaux qu'ils sont en train de réaliser, même s'ils sont bons, sont largement insuffisants. Et ils ne peuvent pas se concentrer que sur le département, dont ce n'est même pas la compétence. C'est par conséquent un mouvement d'ensemble, un mouvement citoyen, mais un mouvement positif. Ce n'est pas la politique. L'eau n'est pas un instrument de politique politicienne. Qui devrait être politisé. En tout cas, moi, j'ai tout fait pour dépolitiser ce sujet-là. Et aujourd'hui, je me sers d'un outil à travers les réseaux sociaux, des conférences et des rendez-vous sur Facebook de manière hebdomadaire pour informer, répondre aux questions de tous les Guadeloupéens, sans filtre, sans passe-droit, sans combine, avec la transparence nécessaire pour justement aboutir à ce qu'avant la fin de l'année 2016, nous obtenions ce que les Guadeloupéens veulent, de l'eau à leur robinet, avec des moyens qui soient à leur disposition pour mettre en place un grand programme d'investissement. Laurent Bernier, qu'allez-vous faire de toutes ces signatures ? Je vais les utiliser envers et contre certains élus, l'État, les collectivités, les parlementaires, et avec eux aussi. Parce qu'ils ne sont pas tous animés de la division. Beaucoup d'entre eux veulent travailler ensemble. Mais il s'agit d'arrêter de jouer au chat et la souris. Il s'agit d'arrêter de prendre les Guadeloupéens pour ce qu'ils ne sont pas. Les Guadeloupéens sont des gens intelligents. Ils ont déjà démasqué le jeu de certains politiciens depuis très longtemps. Et moi, je continue ce combat-là au-delà de la fonction qui est la mienne. Au-delà, il faut bien comprendre que ce que je fais n'est pas lié à ma fonction, bien au contraire. J'ai un mandat de mon conseil municipal suite à une motion qu'il a votée la semaine dernière, et je ne fais que l'exécuter, et au-delà, je veux être plus citoyen que je ne l'ai jamais été. Peut-être ai-je mis trop de temps, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Désormais, la balle est dans notre camp citoyen, nous allons l'amener jusqu'au bout, jusque dans les buts adverses, et nous allons gagner, j'en suis sûr. Laurent Bernier, des bouteilles d'eau minérale ont été acheminées à Capesterre-Belle-Eau et dans certains quartiers d'ailleurs aussi de Saint-François. Est-ce que cette opération va se poursuivre et puis jusqu'à quand allons-nous distribuer de l'eau potable aux habitants alors qu'ils devraient avoir de l'eau dans leur robinet? Mais vous voyez bien que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. C'est pas non plus avec des travaux qui sont faits de ci et de là. C'est avec un grand mouvement d'envergure. Vous imaginez Joël Beaugendre continuer d'aller distribuer des packs d'eau comme moi-même, ou demander aux habitants de venir chercher des bouteilles d'eau. C'est pas acceptable. Qui peut accepter ça? Moi, j'ai pas eu d'eau pendant 10 jours et je suis président du SIAG. Les gens croient que parce que vous êtes élu, vous avez plus de droits que d'autres. Eh bien, je souffre comme tout le monde. Et donc, j'ai décidé d'aller plus loin encore. Je crois que ma mission, c'est celle-là. C'est une mission de citoyen, d'honnête homme, qui croit dans ce qu'il défend, dans ce qu'il propose. Et quand j'ai repris le SIAG, le bébé avec l'eau du bain, parce que c'est un lourd héritage qui m'a été cédé, eh bien j'ai accepté. Mais je n'ai pas accepté pour faire bonne figure, j'ai accepté pour transformer l'essai. Le SIAG est incapable, malgré les efforts de ses salariés, malgré les progrès pour le désendetter, est incapable d'assumer les missions de service public qui lui sont confiées. À qui la faute, Laurent Bernier? Et que faut-il faire justement pour changer la situation? Un mouvement d'ensemble, un rassemblement au sein d'une structure unique pour la distribution et la production, une structure unique capable de porter à elle seule les investissements colossaux qu'on évalue entre 700 millions d'euros et 1 milliard d'euros, et je pense qu'on doit les faire,
ça n'empêche pas de faire le tram. Avez-vous contacté Lucette Michaud-Chevry? Un coup de fil pour lui parler. Multiples écrits. Elle joue au chat et à la souris. Elle est même en train de laisser Capesterre dans le cadre d'une régie à autonomie financière. Elle ne sait plus à quel sens se vouer. C'est ce que j'ai simplement perçu de son message. À l'issue d'une réunion qui a eu lieu la semaine dernière à la région Guadeloupe, c'est qu'elle considère que les communes, outre Capesterre-Belle-Eau, ont de l'eau et que par conséquent, elle peut, elle, se satisfaire de son statut et les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait des autres? Est-ce qu'on va continuer de laisser ces gens-là crever? Est-ce qu'on va continuer de laisser ces personnes âgées sans soins, qui ne peuvent pas se lever, qui ne peuvent pas se déplacer? Est-ce qu'on va laisser les enfants qui doivent aller à l'école sans eau? Est-ce qu'on va laisser le développement touristique se développer alors qu'on n'est pas capable d'alimenter les hébergements touristiques et les hôtels? C'est juste... Laurent Bernier, c'est merci. Juste absurde, absurde, et je vous remercie de d'avoir accepté de confié répondre à nos questions ce soir. Vous avez eu le temps, en tout cas, de vous exprimer. Merci. Une autre filière a besoin, en tout cas, du soutien des collectivités et de l'État pour sortir la tête de l'eau. Je parle du secteur de la banane. Après 4 ans de négociations, le projet 400 000 tonnes de bananes est en train de prendre forme. Enfin, lundi dernier, les conseillers régionaux ont voté à l'unanimité une motion en faveur de ce projet, avec le soutien du conseil départemental. Le récit de Nathalie Dinan. Lors de la dernière séance plénière, les élus régionaux ont adopté une motion de soutien en faveur du projet 400 000 tonnes de bananes. Cette motion a pour objectif de soutenir les planteurs qui veulent augmenter le quota qui est actuellement de 77 877 tonnes imposées par l'Union européenne. Pour 2 raisons, répondre à une forte demande du marché et lutter contre le chômage. Passer à 100 000 tonnes entraînera la création de 500 emplois directs destinés en priorité aux jeunes sans qualification, 350 emplois indirects et assurera un revenu décent aux planteurs. La région s'est engagée à financer la mise en place de 23 000 tonnes de références par an, entre autres, cela à travers une signature de convention avec les producteurs de Guadeloupe. Le président Harry Chalus s'est lui-même engagé à prendre ce dossier à bras-le-corps. Il a sollicité l'État à travers son ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, sur les actions à mettre en place. Restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. La Toussaint, une tradition qui est respectée mais dont la ferveur tiédit. Et puis séquence émotion et frissons avec le conteur KBG, invité au Festival international du conte qui se tient en ce moment même à Cayenne, en Guyane. Et la langue créole est aujourd'hui pleinement acceptée au quotidien. Cette avancée a été rendue possible grâce aux combats menés depuis les années 50 pour l'introduire dans le cursus scolaire. C'est ce qu'a expliqué l'un des pionniers de l'enseignement du créole, Hector Poulet, au 15e colloque international des études créoles. Le reportage est signé Isabelle Hameau. Les spécialistes ont eu du mal à intégrer le créole à l'école. Il aura fallu un cours à la télévision en 1976 pour que la langue soit mieux perçue. Les inspecteurs sont contre, les proviseurs sont contre, tout le monde est contre. Et même les gens défilent dans les rues pour dire qu'ils ne veulent pas du créole à l'école. Et donc il a fallu la détermination d'une principale polonaise qui nous a fait passer à la télévision. Et on a fait le premier cours de créole à la télévision qui a duré 6 minutes et qui a déclenché une révolution. Voilà. Il y avait les partisans pour et les partisans contre. Et les partisans pour ont fini par l'emporter parce qu'on a expliqué aux parents que ce n'était pas du tout pour dévaloriser leurs enfants. Au contraire, c'était pour dire aux enfants, vous avez des connaissances et à partir de ces connaissances, on peut faire des choses. Et donc c'est comme ça qu'on a pu récolter en particulier plus de 1000 proverbes créoles. En demandant aux enfants, demandez à vos parents, cette semaine on va travailler sur les proverbes sur les chiens. Et ils vous ramènent des proverbes sur les chiens. Voilà. Donc ça n'a pas été facile parce qu'il y avait plus de gens qui étaient contre, mais les parents d'élèves et les élèves étaient pour. La minorité l'emporte sur la majorité. Mais bien avant, vers les années 50, la question avait déjà été posée. Gérard Lauriette, ancien instituteur, était le premier à vouloir instaurer le créole à l'école. Gérard Lauriette a été le premier à dire qu'on ne peut pas enseigner le français si on ne tient pas compte du créole. Et donc, à ce moment-là, il a dit, moi je vais faire mon propre programme. Et il a été décrété fou. Et il a été mis d'abord en congé de longue durée, puis mis à la retraite anticipée. Et personne ne l'a soutenu à l'époque, ni ses collègues, ni les syndicats. Et donc il s'est retrouvé avec une femme, 7 enfants, et il fallait qu'il
il a ouvert son école. Et son école a tellement bien marché, il avait tellement de résultats, que l'Éducation nationale a reconnu son école. Donc il a été mis à l'extérieur de l'école et il a été reconnu par l'Éducation nationale même. Par la suite, Jacques Lang, ancien ministre de l'Éducation nationale, a mis en place le CAPES Langue et Culture Régionale Option Créole en février 2001, une filière qui tend encore à se développer. C'est un projet qui se murmurait depuis des années à la ville du Moule. Un centre de thalassothérapie est sur le point de voir le jour. Il sera situé sur l'emplacement de l'ancien hôtel Fort Royal Caraïbes, une construction portée par la ville et le conseil régional, avec la contribution d'un expert, l'un des pionniers de la thalassothérapie, Serge Blanco, aussi connu pour être l'un des plus grands joueurs de rugby de tous les temps. Il a expliqué ses ambitions et sa vision pour cette structure à Isabelle Hameau. On l'écoute. Quand on parle d'investissement bien sûr financier, mais on parle d'investissement humain. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un côté humain exceptionnel en la présence de Madame Romana, qui est une personne qui a mené cette fougue et qui m'a fait regarder d'un autre œil les investissements que l'on pourrait amener sur ce site. Alors une thalassothérapie, ce n'est pas anodin, parce qu'une thalassothérapie, c'est un certain nombre de mètres carrés à développer. Ce sont des soins d'eau de mer qu'il faut prodiguer, ce sont des emplois qu'il faut créer. Et c'est pour ça que quand vous avez tous ces ingrédients qui sont reconnus et que le président lui-même de la région, M. Chalus, force pour aller dans ce sens-là, aujourd'hui je peux dire qu'une seule chose, c'est que je suis conquis. Je suis conquis, mais pas conquis pour la bêtise humaine, conquis parce que j'ai envie de créer, j'ai envie de faire quelque chose de fort, j'ai envie de démontrer que la thalassothérapie ici peut être quand même d'abord génératrice de beaucoup d'emplois, parce qu'on aura une centaine d'emplois que l'on pourra générer des emplois directs. On aura peut-être une cinquantaine d'emplois indirects, plus toutes les personnes qui amèneront des produits. Donc ça permettra de voir une vision un petit peu différente. Et puis, je suis quand même un petit peu orgueilleux et j'aimerais bien que cette thalassothérapie, avec la complicité bien sûr de tout le monde ici, devienne peut-être la première thalassothérapie des Caraïbes. Voilà les motivations. Mais les motivations sont fortes, non pas uniquement pour faire un coup d'épée dans l'eau, mais pour faire quelque chose qui va durer. Et malgré le mauvais temps, les Guadeloupéens sont sortis hier soir pour honorer la mémoire de leurs parents et amis disparus. Une tradition toujours vivace, même si certains regrettent la ferveur d'antan. Moïse Dexter, Jacques Canneval. La Toussaint, la fête des morts, tout se confondait dans nos habitudes en une seule et même journée où l'on voyait surgir au crépuscule les pâles lueurs des âmes que l'on éclaire. Ce soir, on est venu pour dire bonsoir aux parents, ceux qui nous ont quittés déjà, quoi. Et c'est une tradition, donc tous les années, on vient au cimetière. Là, on est à Bémao et puis tout à l'heure, on va partir au Lamentin. Je suis venu déposer quelques bougies sur la tombe de ma grand-mère, qui est morte, pour lui rendre hommage chaque année, pour me rappeler pour toujours me rappeler d'elle. Ça a été quelqu'un qu'on a aimé, franchement, venir tous les ans, c'est quelque chose de bien, venir tous les ans. La célébration, partout dans l'archipel, avait la même motivation qu'à Bémao. Il s'agissait de communier avec celles et ceux que l'on a aimés et dont la disparition pèse encore d'un goût ocre. Les parents, c'est eux qui mettent nous là. Si nous vivons nous à cité à nous là, c'est grâce à eux. Alors nous ne doit pas oublier eux. Oui. Alors toutes les années, je suis obligé de venir faire devoir à moi. Ça entretient donc, les sentiments que l'on a entretenus pendant le vivant de la personne. Et après sa mort, c'est la preuve qu'on n'oublie pas tout ce qu'on a vécu de bien et même de moins bien avec donc, cet être cher. Le sentiment que quelque chose s'en allait dans nos rapports avec les morts était palpable, mais nos cimetières restent plus que jamais des lieux de rencontre et de fusion sincère, où une seule âme devient toutes les mémoires à honorer. Là, on vient dans le cimetière depuis on voit un tombe qui pas ni lumière. Tous les années, on cache des bougies, on a une lumière pour ça qui pas ni. En Haïti, c'est pareil. Car éliminer la case parce que nous n'y tombons à la maison dans la cour.
Au café, lui pour juste le 2, le 3, c'est pas presque comme ici. Ici, il fait plus son, en fait, qui peut fêter plus pour moi qu'en Haïti. Les hommages s'arrêteront ce soir. Le repos des morts continuera pourtant d'être troublé par ceux qui tomberont sur l'autel de la violence éternelle. En Martinique, les cimetières de nombreuses communes brillaient aussi hier soir de mille feux, comme dans celle du Vauclin. Voyons ce spectacle magnifique avec Marc-Olivier Dream d'ATV Martinique. Pour cette première soirée, chacun est venu sur la sépulture de proches défunts. Avec eux, des bougies, quelques fleurs, des habitudes qui ne changent guère en ce moment de recueillement des jours saints. Mais je suis venue ce soir parce que c'est la routine en fait. J'ai connu ça depuis toute petite. Je venais avec mes parents le jour de la Toussaint, c'est-à-dire le 1er au soir, allumer les bougies. On allait à la messe le lendemain matin et on revenait dans la journée ou le soir. Je sens le besoin d'aller pour voir mes parents, pour sentir que je suis à côté avec eux, à côté d'eux. Est-ce que vous allez venir demain? Ah oui, demain je vais à la messe encore et je reviens au cimetière. Ce soir, les tombeaux et caveaux brillent de mille feux. Des lumières pour témoigner, un souvenir, de la reconnaissance. Partout, il y a une petite lueur. Pas toujours, car celles qui n'ont pas d'éclat ont aussi leur place ici. Et c'est pour perpétuer la tradition qu'Alain est venu aujourd'hui avec son fils. Comme j'ai remarqué, ça se perd. Ça se perd, c'est pour que lui puisse connaître en fait. Au rythme des rencontres et des retrouvailles, l'illumination est bien ancrée dans la tradition. Jour des saints, jour des morts, chacun y donne un sens à sa démarche spirituelle envers ses proches disparus. Et cette période de Toussaint est également propice aux histoires qui donnent la chair de poule. Devant un parterre de jeunes curieux, le conteur KPG a fait vivre des histoires peuplées de hyènes trop gourmandes et de serpents mangeurs d'enfants. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre du Festival international du conte qui a débuté à Cayenne en Guyane. On regarde le reportage d'Ayodélé Germain. Un coin de scène en guise de place du village, des enfants qui chantent et dansent. Et la sorcière qui déteste ces enfants trop joyeux. À la fin, on était dans l'événement de la sorcière et en fait, on chantait, on dansait et tout. Tu peux sortir du fond de la sorcière, c'est pratique. Dans une histoire, j'ai vu une aiguille de feu. Cette histoire, je l'ai adorée et je l'ai aimée. Et le serpent d'Aval. Un conte interactif pour intégrer le public dans son histoire. Une des techniques de récit qui ont mené ce conteur burkinabé en Scandinavie, au Canada, dans une trentaine de pays à travers le monde. Moi, c'est un honneur pour moi de partager ma culture, ma façon de voir le conte avec le public guyanais. De toutes les façons, ce sont les mêmes peuples, ce sont les mêmes histoires, sauf que c'est le paysage qui diffère. Nous venons d'un pays où c'est la savane et ici c'est la forêt. Donc on raconte les histoires de la savane à ceux qui vivent dans la forêt. Et pour s'encourager, ils chantent en marchant. Plusieurs fois lauréat du prix francophone des arts du récit et de l'oralité, KPG est aussi un conteur engagé. En 2007, il fonde un centre culturel dans un village au nord du Burkina Faso. J'ai eu un prix du développement éducatif des enfants en pays scandinave, c'était au Danemark, à Viborg, décerné par la ville de Viborg. Parce que comme je joue beaucoup avec les enfants, la ville de Viborg m'a décerné ce prix, non seulement parce que je joue avec les enfants et aussi mon engagement auprès des enfants, parce que j'ai créé un centre culturel qui s'occupe des jeunes non scolarisés et scolarisés en milieu rural. Parce qu'il est notre devoir aussi, en tant que grand frère, de pouvoir être comme un passeur. Nous faisons en sorte que les enfants qui ne sont pas scolarisés puissent aussi vivre leurs rêves. KPG poursuit ses récits oniriques ce soir à 20h à l'Ancre. 3 autres conteurs de Côte d'Ivoire et des Antilles tiendront le public en haleine.
Place aux informations pratiques maintenant. Je vous rappelle que la Guadeloupe est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Soyez donc prudents sur les routes cette nuit. Et puis il y aura des coupures d'électricité prévues demain à Lamentin de 8h30 à 12h30 dans les quartiers de Chartreux et de Desbonnes. Également dans la zone des Abîmes à l'immeuble des fonctionnaires de 7h30 à 10h. Et je vous rappelle qu'ATV s'est associé à Médecins sans frontières dans le cadre d'une grande collecte destinée à financer un hôpital pour les grands brûlés à Haïti. Pour donner vos dons, n'hésitez pas à nous appeler au 0596 37 99 96 ou d'avoir plus d'informations sur l'adresse email qui s'affiche au bas de votre écran. Et puis enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer vos informations et indiscrétions à l'adresse redactionatv@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.